La revue de la semaine avec LCTA. Bonjour. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de choléra en octobre 2010, une épidémie qui a provoqué la mort de milliers de personnes en Haïti, l'ONU reconnaît avoir joué un rôle dans la contamination et envisage une nouvelle série d'actions significatives en réponse à cette crise. C'est ce qu'a rapporté cette semaine le New York Times dans un article en date du 17 août 2016. Le Nouvelliste reprend cet article en spécifiant que l'article du New York Times, signé de Jonathan Katz, a comme titre « L'ONU admet avoir un rôle dans l'épidémie de choléra ». Et l'article cite le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Farham Hughes, qui, dans un email cette semaine, a écrit que ces dernières années, l'ONU s'est convaincue qu'elle doit faire davantage au regard de sa propre implication dans l'apparition de l'épidémie et de la souffrance des personnes affectées. Il a ajouté, toujours selon le New York Times, qu'une nouvelle réponse serait présentée au public dans les 2 prochains mois, une fois les élaborations terminées et avalisées par les autorités haïtiennes et discutées avec les États membres. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement? Eh bien, un rapport de 19 pages signé Philippe Alstom a été publié et il indique que l'épidémie ne se serait pas produite sans les actions des Nations Unies en Haïti. La position des Nations Unies par rapport au choléra en Haïti est moralement inconsciente, légalement indéfendable, politiquement autodestructrice, entièrement inutile, a estimé Philippe Alstom, soulignant que le refus de l'ONU de reconnaître sa responsabilité et de réparer les dommages illustre un double standard de l'Organisation mondiale. Et cette position alimente ceux qui disent que la mission de maintien de la paix piétine les droits de ceux qu'ils sont censés protéger et induit un questionnement sur la crédibilité et l'intégrité du bureau du secrétaire général. Ce rapport de Philippe Alstom sera présenté en septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies. Maintenant, passons à un autre sujet. Le National paraît dans sa dernière édition avec une photo de Yuri la tortue qui a fait la une cette semaine en multipliant les déclarations les unes après les autres. Le premier coup de Yuri la tortue titre Le Quotidien et on lit ceci: Maintenant pas sérieux. C'est ce qu'a lâché d'entrée de jeu le sénateur de l'Artibonite, Yuri la tortue, réagissant sur l'affaire de menace de mort dans laquelle son nom a été cité. La semaine dernière, en effet, l'ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Gonaïves, Enoch Genelus, dit avoir fait l'objet de menaces de mort. Il a indexé l'ex-membre du Front de résistance sous le régime du président Jean-Bertrand Aristide, Jerry Bien-Aimé, et le parti Haïti en action de Yuri la tortue. Interrogé sur ce dossier, le chef du parti Haïti en action a fait peu de cas des déclarations de l'ancien chef du parquet. S'il s'agissait d'un dossier sérieux, a-t-il dit, le concerné me contacterait. C'est ce dont qu'a assuré le sénateur La Tortue. Maître Enoch Genelus est un ami. Je l'ai recommandé d'ailleurs comme chef du parquet de la juridiction. Donc, il invite plutôt Maître Genelus à se ressaisir. Toujours dans le National, on lit les déclarations de la directrice générale de la loterie de l'État haïtien. Il s'agit de Margaret Fortuné. Elle a lancé une mise en garde aux responsables de l'Association nationale des tenanciers de Borlette, qui, dit-elle, est en rébellion avec la loterie nationale. Il n'y a pas d'autre État à l'intérieur de l'État. Et elle en profite pour rappeler aux responsables de l'ANTB que seule la loterie de l'État haïtien, comme institution régulatrice de ce secteur d'activité, peut accorder des autorisations de fonctionnement aux institutions qui œuvrent dans les jeux de hasard.
Et puis, pour cette semaine, nous avons cette importante information. Elle a paru en fin de semaine et elle concerne le dossier Petro-Caribé. Des anciens fonctionnaires de l'État ont été indexés pour mauvaise gestion. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, oui, encore lui, a fait le dépôt le mercredi 17 août du rapport de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé sous la présidence de René Préval et de Michel Martelly. Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, deux anciens premiers ministres et d'autres fonctionnaires sont accusés d'avoir violé la loi et ils sont accusés également de détournement des fonds publics. Dans son rapport, la commission reconnaît cependant n'avoir pu investiguer dans le détail chaque contrat et chaque décaissement. Toutefois, elle estime avoir rassemblé suffisamment d'éléments solides sur des opérations douteuses pour justifier la saisie des instances judiciaires compétentes. La commission recommande que l'action publique soit mise en mouvement contre ceux dont l'implication s'est avérée confirmée de ce qu'elle appelle la vaste supercherie de l'État. Ancien Premier ministre sous l'administration Préval, Jean-Max Bellerive est indexé pour forfaiture, concussion, violation avérée de la loi des passations de marché de 2009 et de la loi d'urgence de 2010. Laurent Lamotte, lui, premier chef de gouvernement, ayant passé plus de 2 ans à ce poste, est accusé de violation systématique de la loi des passations de marché de 2009, de contrats antidatés, etc., etc. Les anciens ministres des Travaux publics, Transports et Communications et des Finances, Jacques Gabriel, Daniel Dorceville, sont pointés du doigt pour détournement de fonds publics. Marie-Carmel Jean-Marie et Wilson Lalo, ainsi que l'ancien ministre de la Planification Josepha Gauthier, sont cités dans ce rapport pour complicité de détournement de fonds, décaissement injustifié pour les firmes GTC et Tropic Build. L'ancien ministre de l'Agriculture, Hébert Docteur, quant à lui, se voit affublé du reproche de usurpation de titres en ayant signé une résolution à la place de l'ancien Premier ministre Gary Conille. Florence Guillaume Duperval, ancienne ministre de la Santé, très influente sous l'administration Martelly, est accusée de faux et d'usage de faux. Alors qu'il avait tenté de se défendre lors de son audition en mai dernier par devant la commission, Michael Lecor, qui est l'ancien directeur du BMPAD, est accusé de forfaiture, de concussion, de fraude dans les livres comptables du Bureau de monétisation du programme d'aide au développement et des TPTC. La commission pointe également le comité d'appel d'offres restreint au ministère du Plan, composé des employés Hervé D, Lionel Grandpierre et Jules Contant pour violation systématique des lois de passation de marché. Enfin, la commission éthique et anticorruption recommande que le dossier de l'ex-président de la Cour supérieure des comptes, Noni Mathieu, soit transféré à la Chambre des députés en vue de sa mise en accusation pour fraude grave commise dans l'exercice de ses fonctions. Et cette dépêche est signée de l'agence HPN. Haïti en marche maintenant, les grands titres à la une de l'hebdomadaire quand American Airlines nous fait frire sans une excuse. Le climatiseur au salon de départ ne marche pas et on grille, c'est bien le mot. En même temps que le billet Port-au-Prince-New York coûte près de 500 $ américains, outre un taux de change local de près de 65 gourdes pour $1, et le casse-croûte qu'on vous sert pendant près de 4 heures de vol, s'il vous plaît, qui ne pèse pas plus lourd qu'une croûte de pain. Décidément, la ligne aux initiales AA nous prend pour des ignares. Or justement, nous le sommes, parce que on n'entend pas une seule protestation. Les gens ne savent où se mettre. On a installé quelques immenses ventilateurs datant de Mathusalem qui font un immense vacarme. Mais pas une plainte, même pas moyen d'aller prendre un rafraîchissement à l'étage où se trouve le bar, parce que là aussi, c'est le même traitement. Cependant,
ce n'est pas l'aéroport qui est en cause, puisque la climatisation marche. Elle marche partout, sauf au départ de la American Airlines. Et pas un seul mot d'excuse. Dieu merci, ce qui serait le comble, le vol n'a pas de retard. Mais que voulez-vous? Les passagers sont prêts à tout endurer pour pouvoir foutre le camp du pays. Toujours dans Haïti en marche, une information qui a fait la une cette semaine. Daniel Rouzier dénonce l'intervention judiciaire contre son entreprise. Oui, l'entrepreneur Daniel Gérard Rouzier a condamné l'attaque perpétrée dans l'après-midi du jeudi 11 août 2016 contre la compagnie Sonoto située à Tabar, dans une note de protestation. Ce qui s'est passé à Sonoto est inacceptable pour l'investissement privé, pour les banques, pour les compagnies d'assurance, pour la libre entreprise et l'état de droit, estime le PDG de la compagnie Sonoto. Que s'est-il donc passé? Eh bien, des civils encagoulés, lourdement armés, ont fait irruption dans les locaux de la compagnie Sonoto SA et dans ceux abritant le consulat de la Jamaïque en Haïti, indique-t-il. Ils ont désarmé nos agents de sécurité. Ils ont commencé manu militari, à saccager nos installations, à y peindre des graffitis et à maltraiter certains de nos employés en violation des droits civils de la Convention de Vienne, de son article 31 quant à l'inviolabilité des locaux consulaires, relate-t-il. Accompagné d'un véhicule de police appartenant au commissariat de Cazo, immatriculé I-642, et d'un juge de paix, ces gens étaient venus exécuter un jugement de dépossession de terrain où ne figure ni le nom de la Sonoto SA, ni celui de son directeur général, indique toujours la note. L'entrepreneur, qui a été désigné comme Premier ministre, rappelons-le, en 2011, sous l'administration de l'ancien président Michel Martelly, affirme avoir alerté les plus hautes autorités de l'État pour qu'elles prennent leurs responsabilités dans cette affaire. Et puis, autre fait saillant de la semaine qui a fait couler beaucoup d'encre, l'annonce du choix de la compagnie ayant gagné l'appel d'offres en 2005 pour l'impression des bulletins de vote. Eh bien, c'est la même compagnie qui aura à le faire cette fois encore pour les élections du 9 octobre. Et Haïti en marche, malgré le remous causé par ce choix, malgré la démission du directeur général des presses nationales qui avait demandé que les presses nationales soient chargées de cette impression, Haïti en marche donc pose la question: pourquoi les bulletins ne seraient pas imprimés à l'étranger? D'abord, quel intérêt aurait le Conseil électoral provisoire pour ne pas confier ce contrat à des fournisseurs locaux? Ensuite, pourquoi mêler le pouvoir exécutif à une question qui n'est pas de sa compétence? Sauf bien sûr pour jeter la confusion, comme toute opposition politique chez nous qui se respecte, mais ne respecte pas la population. Aussi, tout de suite, le débat de sombrer dans la démagogie et le chantage. C'est un dialogue de sourds, continue Haïti en marche, qui demande quel est le fabricant local qui peut donner la garantie de pouvoir fabriquer les bulletins. D'ailleurs, personne ne s'est avancé pour dire moi je peux, je le garantis. Personne. Et alors? Donc, nous ne sommes pas prêts. De la même façon que nous n'avons aucun problème que nos billets de banque, nos passeports, nos chèques et nos documents d'état civil soient fabriqués en tout ou en partie à l'étranger, ne pense-t-on pas que les bulletins de vote qui se gaspillaient ne pourraient pas non plus être fabriqués en Haïti? Le plus ironique, c'est que les deux plus importantes imprimeries locales appartiennent aux membres d'une même famille. Et le journal opine que les yeux sont plus gros que la tête. Il faut pour d'aussi gros contrats des entreprises qui aient les reins plus solides. On voit difficilement quelle compagnie haïtienne possède à elle seule suffisamment de machines et surtout d'expertise. Il faut voir gros, oui, mais pas toujours avoir les yeux plus gros que la tête. Ce ne sont pas des mots qui feront croire que la classe standard, la classe internationale existe réellement chez nous. Et bien voilà, c'était quelques-uns des faits saillants qui ont fait l'actualité pendant cette semaine. J'écoute Mélodie FM.